On le savait déjà fragile depuis plusieurs mois, justement avec de nombreux ou des coups d'État à répétition qu'on a connus dans cette partie du continent africain. Le bloc CEDEAO faisait déjà face à plusieurs problèmes et surtout plusieurs tractations. Il y a eu des assises dans plusieurs villes de cette partie du continent pour essayer un peu de ramener tout le monde à la table et surtout de trouver un compromis ou des compromis en tout cas pour certains pays qui ont connu des soubresauts. Je parle bien de changements au niveau des chefs d'État, notamment il y a le Mali, le Burkina Faso, mais également il y a le Mali, je disais, le Burkina Faso et le Niger. Les trois pays, finalement, conjointement, ont sorti un communiqué pour annoncer le départ de ces derniers du bloc CEDEAO. Aujourd'hui, la question qu'on se pose est celle de savoir quelles sont les conséquences de ce départ de ces trois pays frères qui ont été là à la première heure de la création de la CEDEAO vers les années 75, alors que cette organisation sous-régionale a vu le jour. Aujourd'hui, nous allons examiner, surtout essayer de comprendre les circonstances autour du départ de ces trois pays, mais également et surtout les conséquences directes et les conséquences lointaines ou plutôt à long terme de ce départ pour comprendre les tenants et les aboutissants, mais surtout pour essayer de voir les conséquences, notamment pour ce qui est de premiers concernés, ce sont les jeunes leaders de demain, mais surtout des jeunes déjà actifs dans la société. Dans ce studio, nous avons l'honneur d'être avec des jeunes de cette partie du continent de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes avec Mohamed Bachir, il est consultant, communicateur, il nous vient de la Guinée. C'est donc, je disais que c'est Mohamed Bachir. Bonsoir et bienvenue dans nos studios, Mohamed. Bonsoir. Voilà, bien accoutré à la traditionnelle, c'est ça? Oui. Voilà, vous faites honneur à la tradition. Avec nous également, nous sommes avec Ahmed Sagara, qui nous vient du Mali. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers téléspectateurs. Également la tradition à l'honneur? Oui, la tradition, surtout la tradition Dogon. De Gon. Dogon. Le peuple Gon. Oui, le peuple Dogon. Dogon. Au Mali, oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de nous honorer. Je rappelle que vous êtes journaliste communicateur. Oui. Voilà. Et c'est toujours un plaisir d'être avec les frères du continent. Également avec nous, Abdul Kader Diarra, également du Mali, aussi, qui fait honneur à la tradition, je vois. Ça va de soi. Voilà, ça va de soi. Voilà, merci d'être avec nous. Et je rappelle que vous êtes consultant également en gouvernance, comme Mohamed Bachir de la Guinée. Mais permettez-moi à vous et surtout à ceux-là qui nous suivent en ce moment de commencer tout d'abord par le communiqué qui est donc tombé en fin de mois de janvier, les tout derniers, en tout cas les dernières heures du mois de janvier 2024. Donc l'histoire va noter que les trois pays, le Mali, le Niger et surtout le Burkina Faso, ont claqué la porte de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO. Je vous propose de suivre tout d'abord l'interview en exclusivité avec Alain Foka, c'est le président burkinabé qui s'est exprimé par rapport à ce départ et surtout l'opportunité et le timing du départ de ces trois pays. Cette décision de retrait donc, de ces trois pays regroupés au sein donc, de l'AES, ce n'est pas de gaieté de cœur que de tourner le dos à une organisation, mais c'est à l'issue d'une analyse profonde. Et je pense que cette organisation est née en 1975, si je ne me trompe. En 1975, en effet. Avec des chefs d'État, pour la plupart militaires d'ailleurs,
En tout cas, pour ce qui concerne l'AES, ils étaient tous militaires. Absolument. Je pense que c'était une volonté donc d'intégrer les peuples, de faire d'épanouissement de l'économie, de la solidarité, de l'entraide, en tout cas des vertus panafricanistes qui ont conduit donc les chefs d'État à créer donc cette organisation. Malheureusement, au fil du temps, l'organisation a perdu ces valeurs-là. Et aujourd'hui, le constat est clair. Je pense que depuis plus d'une décennie, les républiques sœurs du Mali, du Niger, sont en guerre contre le terrorisme. Et au Burkina, bientôt près d'une décennie, on est en guerre. Cette organisation qui était censée donc créer l'entraide, la solidarité, nous n'avons jamais reçu d'aide venant de cette organisation. Aucun soldat, aucune logistique, aucune compassion. Les coups d'État, on ne les fait pas parce qu'on le veut. C'est cette manière de voir les choses qu'il faut changer. Vous êtes d'accord avec moi que d'abord ces États en crise, pour faire un coup d'État et assumer ses responsabilités, c'est très lourd. Mais si on le fait, c'est parce que nous avons une envie d'amener nos peuples donc vers une certaine souveraineté, parce que nous connaissons l'origine de cette crise. Et je pense qu'on devrait être accompagné. Les gens sont fiers de citer, il y a tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Le capitaine Ibrahima Traoré dira, je te voyais tout à l'heure hocher la tête. Déjà, vous comprenez la démarche de ces trois pays, et notamment, si je dois revenir sur le propos du président capitaine Traoré, vous comprenez ce départ? Est-ce qu'avez-vous vu déjà cette situation se produire? Vous l'avez vu arriver? Je dirais oui, parce que déjà si on voit dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest ce qui s'est passé depuis 2012 à nos jours, les causes, les origines de ces coups d'État qui se sont répétés, ou je dirais mieux, des arrêts des systèmes de gouvernance, c'est beaucoup plus dû aux problèmes sécuritaires qu'il y a dans ces zones-là. Et aujourd'hui, le fait que tous les outils de ces institutions qui ont été mis en place n'arrivent pas à répondre aux attentes, que ce soit des populations et même des dirigeants aujourd'hui, pose encore de nombreux problèmes. Ce qui fait que c'était une suite à beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé et que nous devrions sans doute, cette génération qui aujourd'hui dirige cette nouvelle organisation appelée AES, sont la plupart des jeunes. Donc ce qui fait que les jeunes ont cette soif de voir le changement arriver tout de suite et voir que ces outils déjà en place, que les pères fondateurs de la CEDEAO et toutes les autres organisations n'arrivent pas à répondre à ces attentes-là, cela allait de soi. C'est la raison pour laquelle. Mohamed Bachir, le président Traoré, il dit ceux-là qui pensent que mener un coup d'État, c'est facile, ils se trompent. Il est conscient que c'est une tâche difficile, lourde, dure pour eux, mais quand même qu'il fallait le faire. Et on sent qu'ils sont mal compris peut-être par rapport à leur père de la CEDEAO. Tout d'abord, j'aimerais justement dire que merci de me donner la parole, de pouvoir m'exprimer sur ce problème très très sensible, et non seulement dans notre société, la société africaine, mais aussi dans le monde également. Vous savez, dans notre langage, souvent on dit, quelle qu'en soit la famine que le crocodile mène, il ne va jamais manger quand même son enfant. Il faut reconnaître davantage que ce sont des problèmes qui sont à la racine de notre société, comme l'a dit également mon cher frère, M. Diarra, des problèmes sécuritaires qui sont vraiment très sensibles. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas vraiment évident de faire ces coups d'État. On ne peut pas se lever un matin comme ça pour faire des coups d'État. Il faut vraiment quelque chose
qui puisse vraiment s'engouffrer davantage, qui se multiplient avec ces problèmes qui s'entassent davantage dans nos sociétés et que quelqu'un se dit on en a marre et si précipitamment il se lève pour faire ce coup d'État. Mais ce que moi je pourrais dire, après mes réflexions, les coups d'État c'est justement pour résoudre des problèmes, pour résoudre les effets du problème et non la racine du problème. Vous savez, lorsqu'on résout les effets du problème, ce n'est pas durable. Mais lorsqu'on essaie de résoudre la racine du problème ou les racines du problème, ça me semble être beaucoup plus durable. Et donc, il faut que l'on puisse, à un moment donné, faire vraiment une étude si profonde pour comprendre les réalités auxquelles nous faisons face et pour pouvoir les résoudre. Et nous savons bien également qu'il y a eu certains coups d'État qui ont été réussis et que certains présidents de cette République ont réussi vraiment à mener à bon escient. Par exemple, le Ghana, avec le militaire, il a pu gérer, et Thomas Sankara aussi, qui a pu vraiment mener à bon escient la République de Burkina Faso, et qu'il a inspiré cette jeunesse africaine. Et il a considéré cette jeunesse africaine non pas seulement les boucs émissaires que certains leaders essayent de nous incrustrer davantage, mais plutôt une jeunesse active, solide, vive, avec beaucoup plus d'énergie, qui pourrait vraiment résoudre les problèmes auxquels leur société en face. Alors, Sangara, vous êtes journaliste. J'aimerais savoir, est-ce que on a eu des voix qui se sont levées contre déjà ces coups d'État à répétition? Est-ce que vous qui êtes ressortissant justement de cette partie du continent, vous connaissez forcément les desiderata de la population, vous avez de la famille sur place, vous avez vécu, vous vivez le quotidien. Est-ce que la situation que Bachir vient de décrire, et même Ahmed en a parlé, au cours de ces dernières années, menait forcément à cette issue-là, à des coups d'État où il fallait se prendre en charge de telle façon? Alors, merci de me partager la parole et tout. Bon, pour moi, ce que je pense de ce coup d'État, c'était normal. Pour vous, c'est normal? Oui, pour moi, c'était normal. Les Maliens, chez nous au Mali, on a beaucoup souffert. Nous souffrons toujours. Mais jusqu'à présent, on peut dire, depuis des années, jusqu'à ce que nous sommes venus, on peut dire que on a vu une partie de la bonne gouvernance à travers cet État, à travers ce nouveau gouvernement qui est la transition, qui nous aide à au moins pouvoir avoir un peu de sécurité dans le pays et qui améliore cette sécurité pour un fin meilleure. Donc du coup, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et le coup d'État, c'est vrai, ça endommage un pays. C'est vrai, mais si c'est une bonne cause, je pense que ça doit être amélioré, ça doit être développé, ça doit être une prise où la population doit parler, ça doit être vraiment quelque chose de très restreint. Ça doit nous concerner nous-mêmes d'abord, avant de concerner d'autres pays. Il faut que nous concernons d'abord. Il faut que le gouvernement puisse au moins avoir à développer et à sécuriser la population. Vu que la vie de chaque personne est sacrée, il faut vraiment que le gouvernement songe à sécuriser ces personnes. Et je pense que aujourd'hui, je peux dire, grâce à ce gouvernement aujourd'hui au Mali, il y a eu au moins la plupart de la sécurité dans nos zones. Surtout moi, je viens du centre du Mali, je viens de Bandiagara spécifiquement. Et je crois qu'à Bandiagara, il y avait moins de sécurité. Il n'y avait pas de gouvernance, il n'y avait pas d'institution, il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, je peux dire que grâce à ce gouvernement, on a un gouverneur et beaucoup de choses sont en marche. Et je pense vraiment être pour ce gouvernement. Oui. Vous êtes journaliste, communicateur, mais également, il n'y a pas que vous qui avez ici au studio. C'est vrai que sur place, il y a eu des réactions qui se sont levées justement
après cette annonce. Je vous propose de suivre cet élément pour voir les réactions des uns des autres par rapport à ce départ, voilà, qui a laissé tout le monde ébahi. Justement, on va suivre cet élément de nos confrères de AFP. On revient après. Répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je viens d'apprendre sur les réseaux sociaux de suite que le Burkina et les deux autres pays ont quitté la CEDEAO. Ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, mais ça m'a tiqué vraiment. Voilà. L'une de ces questions, est-ce que vraiment ils ont pensé peut-être aux conséquences? Parce que rapidement j'ai pensé à nos parents, à nos milliers de parents, des millions de parents qui se trouvent en Côte d'Ivoire et au Ghana, qui sont issus de la CEDEAO. C'est une initiative noble en tout cas, que nous on apprécie vraiment. Parce que depuis fort longtemps, on a vraiment attendu ce moment-là. Voilà, parce que la CEDEAO a été initiée par des anciens dirigeants et les principes qui ont été établis sont en train d'être faillis aujourd'hui. Donc bon, je pense que cette initiative, nous pouvons bien l'accueillir en tout cas. Nous sommes libérés de cette CEDEAO-là. Au diable leurs sanctions. Et on considère que dorénavant, il y aura des accords bilatéraux avec les autres États. Donc c'est fini avec cette structure satanique qui veut étouffer le peuple nigérien ou bien le peuple du Sahel parce qu'ils ont décidé de quitter l'impérialisme français, le joug français. Voilà, ça, ce sont les réactions, les vives réactions des peuples de ces trois pays qui semblent appuyer et surtout soutenir l'action de ces États respectifs. J'aimerais bien vous poser la question de savoir déjà quelles sont les motivations, ou êtes-vous d'accord avec les motivations qui ont été évoquées par ces citoyens et même le président capitaine Traoré en a parlé. Est-ce qu'il y a eu un problème sérieux au sein de l'organisation? Est-ce que l'organisation n'a pas su puiser et surtout trouver des réponses appropriées aux problèmes déjà qui ont été évoqués ou avancés par ces pays membres, ex-membres, si je peux dire? Je dirais, en quelque sorte, ces pays ex-membres, qui sera, je le suppose, hein, parce que déjà la CEDEAO aussi a fait un communiqué, notamment qu'il y a aussi des procédures à suivre pour le retrait des deux autres pays, qui est le Mali et le Niger. Ce que le capitaine Ibrahima Traoré a évoqué, président de la transition au Burkina, c'est l'absence d'un résultat, comme je dis, tangible, sur lequel toutes ces populations, comme ces jeunes-là aujourd'hui, pourraient bénéficier, n'arrivent pas à être à hauteur de souhait. Et il faut aussi se rappeler que ces arrêts, je dirais mieux comme ça, ces arrêts de processus institutionnels qu'il y a eu dans ces trois pays-là, sont suite, la plupart du temps, à des soulèvements populaires des citoyens. Le premier pays qui a eu à faire cet arrêt constitutionnel, ça c'est le Mali. Et où est né le mouvement du M5-RFP, qui est le mouvement du 5 juin. Et lors ce mouvement-là a duré plus de 3 mois avant qu'il y ait un arrêt total du système. Donc pour dire que déjà, il y avait une volonté des citoyens de se faire entendre.
ils avaient fait une demande à cette communauté de la CEDEAO qu'ils perduraient et qu'ils n'arrivaient pas à être servis sur le plat. Donc, quand les deux autres pays aussi ont eu à faire ces arrêts constitutionnels-là, c'était toujours le même mot qui revenait, sécurité, sécurité. Donc, pour dire que toutes ces trois alliances-là, ces alliances-là sont liées à ce problème sécuritaire qui répondent à une demande beaucoup plus majoritaire. Et pourquoi parler d'instrumentalisation? C'est dû au fait que dans la CEDEAO, au sein de la CEDEAO, il y a plus de 8 pays qui parlent le français, qui sont francophones. Donc, ce qui fait que lorsque nous avons l'habitude d'entendre des propos d'un autre pays qui n'est pas directement dans la zone, on a l'impression de se faire infantiliser, même si l'objectif derrière n'est pas ça. Parce qu'en 2013, il y a eu cette opération-là qui a aussi permis au Mali, à partir du centre, parce que lorsque ces mouvements-là ont commencé, au niveau du centre, il y a eu cet appel au niveau international de venir en aide au Mali. Et ils ont répondu. C'est pour dire que l'instrument marchait en 2013. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et 2024, je ne m'abuse, plus de 11 ans. Hein, et la situation est encore là. Et c'est ça, en réalité, le problème. Ces trois pays pensent que le mieux, c'est pour eux de se souder parce qu'ils vont tous aussi faire face. Si les jours à venir, nous le souhaitons, il y aura, à la suite de ces différentes réponses de force, parce que chaque bloc essaie de répondre sur la table des négociations, sur quelles mesures il peut utiliser afin d'avoir des rapports de force avantageux. Et là, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger, que ce soit le Mali, quitter aujourd'hui cette zone-là de la CEDEAO, ça implique beaucoup d'autres facteurs. Comme l'a dit le jeune, il y a plus de 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. La question se pose, quelle légalité pour eux aujourd'hui dans cette zone-là? Donc, c'est des questions qui seront encore à réfléchir, qui vont encore, que je le suppose, inviter tous ces blocs-là. Donc, pour vous, la porte n'est pas complètement fermée? La porte n'est pas complètement fermée. C'est juste... Qui doit avancer vers l'autre? La CEDEAO a déjà commencé. C'est pourquoi elle dit qu'elle encore rappelle les uns et les autres au dialogue. Parce que dans cette zone-là, le dialogue a beaucoup plus valu. Et aujourd'hui, ces militaires qui sont venus pour soutenir les populations ont pu donner un résultat qui, 10 ans, n'était pas encore là. Dans l'interview qu'on a suivie, le journaliste en question, c'est Alain Foucault. Récemment, le Mali a récupéré Kidal, qui était une zone qui n'était pas encore répondant à la souveraineté totale du Mali. Donc, pour dire que c'est des réponses à des résultats à court terme que ces blocs-là recherchent. Mohamed Bachir, les trois présidents ont en commun un discours. On sent qu'ils se sentent ou ils se sont sentis trahis, délaissés, abandonnés par à la fois la CEDEAO, mais également d'autres partenaires à l'international. Ils disent la question sécuritaire a été une question centrale et dont la recherche de la résolution ou des résolutions n'a pas été... ne préoccupait pas tout le monde au même pied. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO n'a pas prêté oreille à ses membres et que finalement la solution ultime était celle de claquer la porte? Bon, voyons, Monsieur Sabiti, moi je crois que votre question elle est si pertinente. Voyant la situation politique, sociale et économique du continent africain, spécifiquement la CEDEAO, je vous parle avec toute sobriété. En face de ce problème-là auquel la CEDEAO fait face.
Vous savez, lorsque vous avez des enfants, si vous n'essayez pas de les traiter au même niveau, ça risque de pouvoir susciter des problèmes lorsque vous ne seriez pas là. Donc, à un moment donné, moi, je me dis que certains États se sentent lésés dans les prises de décision que la CEDEAO pourrait prendre, voyant résoudre leurs problèmes spécifiques. Quand vous regardez le Mali, vous regardez le Burkina Faso, vous regardez le Niger, il y a la base militaire de certaines puissances étrangères qui ont fait pendant des décennies. Mais à un moment donné, cela n'a pas fait vraiment une très grande ou un très grand résultat qu'ils aimeraient avoir, ces États africains-là. Mais on est tous africains. On n'est pas justement... Il y a eu quand même des plateformes où les gens ont essayé de trouver des solutions. Les G5 Sahel, par exemple, où on a essayé un peu, même on a vu d'autres pays comme le Tchad, qui n'est pas forcément du bloc, mais des initiatives, justement pour essayer de trouver une solution ou des solutions pérennes avec ces partenaires internationaux dont on parle, essayer de trouver des compromis, essayer de trouver de sorties à cette crise, notamment la crise sécuritaire. Comment ou des questions qui étaient discutées au plus haut niveau, avec des plateformes aussi où tout le monde parlait à la lumière du jour, comment ces trois ou d'autres se sont-ils sentis délaissés, abandonnés? Pourtant, il y a eu et la CEDEAO et d'autres plateformes dont je citais qui étaient là et qui travaillaient pour essayer de trouver des solutions. Mais les solutions ne se trouvent pas comme ça. Les solutions ne se trouvent pas comme ça. Les solutions se trouvent, à mon avis, d'après mes réflexions. Il faut qu'il y ait en fait des négociations au prime abord. Et lorsque, dans ces négociations, on se trouve lésé, on se dit qu'on va prendre notre responsabilité. Je vous ai parlé des bases militaires. Vous organisez des comités, des organisations, des conférences pour pouvoir résoudre ces problèmes. Mais les problèmes des Africains, d'ailleurs, doivent être résolus par les Africains. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces États africains qui font face, en fait, à ces problèmes-là, se sont sentis lésés. C'est pourquoi ils se disent que, comme il n'y a pas de résolution, nous, on va se regrouper pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. C'est pourquoi je vous ai dit au prime abord que c'est bien de faire ce retrait-là, mais il est aussi important de faire une certaine réflexion approfondie pour comprendre les tenants et les aboutissants pour le futur de cette nation ou de ces États-là. Parce que je vois vraiment cette énergie de panafricanisme en fait, qui est née en ces leaders africains qui aimeraient avoir ce retrait-là. Mais il faut aussi penser à cette jeunesse-là parce que nous vivons dans un monde planétaire. Moi, je suis africain, mais je suis ambassadeur mondial de la paix et nous vivons dans un monde de mondialisation, bien que l'Afrique est à la marge de cette mondialisation. Et il faut comprendre davantage que je suis tout à fait d'accord à travers leur énergie de panafricanisme là, qu'ils essaient d'extérioriser au monde, qui peut prendre cette responsabilité-là. Ce n'est pas simplement l'Afrique, hein. Ce n'est pas simplement ces trois États-là. Il y a eu en Europe où l'Angleterre a pris cette claque-là de sortir de l'Union européenne. Donc ce n'est pas simplement que l'Afrique ou ces trois États-là pour avoir ces bruits là-dessus, mais il faut aussi essayer, comme je l'ai dit auparavant, de pouvoir comprendre profondément les problèmes auxquels ces États-là font face. Parce que aucune nation ne pourrait comprendre nos propres problèmes si ce n'est pas nous. Le Rwanda, un État ne peut pas venir ici ou des puissances étrangères ne peuvent pas venir ici pour dire au Rwanda, nous on a les solutions pour vous, on va résoudre vos problèmes. Ils ne connaissent pas les activités, ils ne connaissent pas le quotidien de la population, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de cette société. Mais comment pourrez-vous imaginer, avec quelle imagination altruiste, un bon samaritain, de pouvoir résoudre ces problèmes?
moi je m'inscris en faux par rapport à cette conception ou par rapport à cette perspective. Donc, dans l'énergie du panafricanisme, pour pouvoir comprendre ou essayer de résoudre leurs problèmes, moi je suis tout à fait d'accord à cela, mais il faut aussi penser à cette génération montante qui aussi pourrait avoir une certaine perspective panafricaniste et mondialiste en termes pour pouvoir résoudre ces problèmes auxquels nous faisons face. Mais l'essentiel, c'est où? Il faut qu'il y ait cette négociation, il faut qu'il y ait l'entente entre les Africains. Aucune nation ne pourrait aller de l'avant sans être ensemble. Il faut que l'on puisse conjuguer ces mêmes mots-là. Parce que la CEDEAO n'a pas été créée maintenant là. Depuis belle lurette, ça existait. Et depuis belle lurette, il y a eu des problèmes. On a résolu ces problèmes-là entre nous. C'est-à-dire les linges sales là se lavent en famille, pas dehors. Mais les linges sales se lavent en famille, mais on n'a pas vu justement cet adage se matérialiser. Sangara, aujourd'hui, la question sécuritaire elle est fondamentale. Est-ce qu'on peut dire, vous avez cité la région d'où vous êtes originaire, vous avez dit la situation sécuritaire se porte de mieux en mieux. Qu'est-ce qui a fait défaut alors que, je parlais de la région du Sahel, avec la création du G5 Sahel et toutes les opérations qui étaient menées dans cette partie, avec le terrorisme qui est une question, un problème qui concerne tout le monde aujourd'hui. Quelles sont les approches, par exemple, qui sont opérées ou qui sont mises en place aujourd'hui, qui n'étaient pas le cas avec l'appui des partenaires internationaux ou avec d'autres grandes puissances qui, il y a encore quelques mois ou quelques années, faisaient partie de ces initiatives pour amener la paix? D'accord, merci beaucoup, mon frère. Ce que je peux dire par rapport à cette situation, je dirais qu'avant, il n'y avait vraiment pas le dialogue entre la population et le gouvernement. Il y avait vraiment une nuance, il y avait vraiment une barrière où tout le monde disait ce qu'il veut. En fait, il n'y avait pas de communication. Il y avait une mauvaise gouvernance avant. Et aujourd'hui, je peux dire que le nouveau gouvernement qui est là actuellement, qui ont beaucoup œuvré dans le domaine de la sécurité, bien avant par rapport à la G5 Sahel et d'autres groupes, comme je peux le dire, ils étaient là pour leurs propres intérêts. Ils n'étaient pas là pour la souveraineté des peuples maliens, ils n'étaient pas là pour le bien-être des peuples maliens, ils étaient là pour quelque chose de déterminé. Ils étaient là pour une mission. Et cette mission, vraiment, c'était juste pour leurs intérêts et non à l'intérêt de la population. Et la population qui vit dans le nord, que ce soit dans le centre, que ce soit dans les régions, vraiment en réalité avait une mauvaise communication entre le gouvernement et aussi la société civile. C'était vraiment une mauvaise gouvernance. Mais vu qu'aujourd'hui, ils ont interdit ça, ils ont vu que si vous voyez que le gouvernement prend une décision, dire que vraiment ce genre de groupes doivent quitter notre territoire, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ne font pas nos intérêts. Ils ne font vraiment pas nos intérêts. Ils font juste l'intérêt qu'ils veulent. Et nous sommes là. Nous sommes juste là en train d'observer. Et parce qu'avant, on n'avait pas la voix de dire en haute voix, dire vraiment le gouvernement, on en a marre. Mais aujourd'hui, quand nous voyons que ce gouvernement est là, et il se soucie de la population, jusqu'à ce qu'il a amené des assises nationales, des réformes, des changements dans la gouvernance et tout ça, je pourrais dire qu'aujourd'hui, vraiment, nous vivons à 40% ou à 50% de la sécurité bien avant. Parce que bien avant, c'était vraiment chaud. C'était vraiment chaud. On tient des enfants, on tient des femmes, on tient des jeunes qui n'avaient rien à voir dans le domaine du gouvernement, n'avaient rien à voir dans le domaine politique, qui n'avaient rien à voir, qui sont juste là en train de vivre de leur culture, de leur cueillette, sans problème. Et on les tue, et on les puise, on prend les bétails, on fait tout ça. Mais aujourd'hui, voyons dans nos régions, comme mon frère vient de le dire, on a récupéré Kidal,
après Kidal. Le Mali est trop grand et c'est très vaste. On a vraiment une superficie vraiment très grande. Donc du coup, c'est étape par étape, à travers la communication, à travers le dialogue, à travers les assises, à travers ce que la population veut. Puisque nous sommes dans le nouveau gouvernement, c'est ce que la population veut et c'est ce que le gouvernement applique. Donc c'est une communication entre la population et le gouvernement qui est mise en place. Donc du coup, le gouvernement est obligé d'écouter la population et à pratiquer ce que la population veut. Mais il faut que la population soutienne ce gouvernement à travers un bon système et à travers une bonne gouvernance et à travers un nouveau développement pour pouvoir s'en sortir. Il faut repartir sur de nouvelles bases, comme vous dites. Mais il y a une chose. Tout à l'heure, vous avez évoqué les 3 millions de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand même une importante communauté. 3 millions, il y a des pays qui ne comptent même pas 3 millions de population. Alors, justement, en parlant des conséquences directes, on peut imaginer que la vie ne va plus être désormais comme avant pour les peuples des pays de la CEDEAO qui sont installés ou qui ont des parents ou qui ont du business au niveau de la région. C'est-à-dire que finalement, il va falloir conjuguer avec la nouvelle conjoncture. Ils doivent oublier les avantages liés au fait d'être membre de la CEDEAO. C'est ça le prix aussi à payer? Un des prix. Un des prix à payer, parce que aussi il faut ajouter que la plupart de les 3 pays en question sont des pays enclavés, c'est-à-dire ils n'ont pas de débouchés sur la mer. Et déjà même pour répondre à la force sécuritaire. Le Burkina, le Niger et le Mali. Et au sein de la CEDEAO, c'est les 2 pays qui ont des plus grandes superficies. Donc ce qui fait que répondre à la demande de comment s'approvisionner, la question se pose. Comment s'approvisionner en termes d'armement qui pourrait répondre favorablement aux problèmes sécuritaires, comme les uns et les autres l'ont dit. Déjà dans les anciennes organisations où ces 3 pays-là étaient affiliés afin de répondre à la question sécuritaire, ils essayaient beaucoup plus de s'armer. Et ils trouvaient que les dispositions légales en place ne leur permettaient pas d'avoir suffisamment d'armement dont ils ont besoin militairement pour répondre à la menace qu'il y avait au sein des frontières. Et deuxièmement aussi, comme conséquence, il y a aussi la conséquence monétaire, parce qu'aujourd'hui, ces pays-là sont dans la zone UEMOA et comme on le dit, ils ont un même destin. Ce destin va devoir se réécrire. Maintenant, les jours à venir nous diront sous quelle forme. Mais pour les communautés qui sont au sein de ces organisations-là, le premier défi, c'est de trouver d'abord la légalité. Sur quelle légalité les citoyens vont bénéficier de la libre circulation, qui répond également, depuis la création de la CEDEAO, à une des principes fondamentaux de la CEDEAO. Comment aujourd'hui un Malien va aller en Côte d'Ivoire, au Ghana, quelle sera la réponse de ces pays-là aussi face à un citoyen de l'AES? Donc, pour dire que beaucoup de questions sont soulevées, et moi je pense que c'est juste une autre forme de revenir sur la table des négociations, parce que ces pays-là, depuis le départ, sont interdépendants. Au départ, c'était le Mali qui était dans cette zone de la CEDEAO, qui recevait des sanctions par-ci, par-là, et qui essaie de répondre sur la table des négociations. Après, s'ajoute le Burkina, aujourd'hui le Niger. Donc, pour dire que ces 3-là aussi, aujourd'hui, partagent un point commun, qui est de trouver une solution aux problèmes sécuritaires de la population. Et pour aller un peu plus loin dans l'analyse, je dirais plutôt que l'AES, c'est comme un nouveau bébé. Elle a aussi à offrir, parce que c'est des pays où ces dirigeants se posent la question. Oui. Nous avons des ressources minières,
Nous avons tant, nous avons tant, nous avons tant. Mais maintenant, comment faire pour répondre à nos problèmes? Je dirais une citation. « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est ce qu'ils pensent. Et c'est ce que nous pensons tous, qu'à un moment donné de l'histoire, les citoyens sont obligés de se dire que pour que les gens nous donnent l'aide dont nous avons besoin, nous devons nous aider nous-mêmes. Et dorénavant, sur les tables de négociation, ce sera « il y a ta vérité et il y a ma vérité ». Et pour atteindre la vérité, il faut que chacun se démarque de sa vérité. Je pense que les pères fondateurs de la CEDEAO vont penser une nouvelle fois sous quelle forme ils pourront trouver une solution pour renforcer l'interdépendance de ces pays-là. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans ces communautés ont beaucoup d'attentes. Ils ont énormément d'attentes. Des jeunes dont vous-même faites partie, voilà même pourquoi vous êtes avec nous dans ce studio pour en parler. Vous parliez des conséquences, notamment sur le plan politique. J'aimerais bien, dans cet élément de nos confrères de TV5, qu'on puisse suivre un élément qui parle justement des conséquences sur le plan économique, parce que politiquement, ça semble avoir patauger, ça semble avoir être en difficulté. Donc c'est ça même l'interprétation du départ de ces trois pays. On va suivre dans cet élément les conséquences directes sur l'aspect économique. Dès dimanche, des Nigériens se sont retrouvés dans les rues de Niamey. Il s'agissait de célébrer l'annonce de la sortie du pays de la CEDEAO en même temps que le Burkina Faso et le Mali. Nous sommes là parce que c'est une demande des peuples des États du Sahel pour sanctionner la CEDEAO qui à l'origine était partie pour être une CEDEAO des peuples mais qui s'est avérée être un instrument au service de l'impérialisme français. Cette rupture était presque attendue, mais cette communauté ouest-africaine est aussi largement économique. Une de ses missions principales est de faciliter le commerce et les circulations. Pour Oloda, au Burkina Faso, le premier risque est de voir une augmentation des prix liée à l'augmentation des droits de douane. Il y a tout ce qui est barrière aux transactions commerciales, la circulation des biens et des personnes et même des capitaux, tout cela c'était libre. Donc si nous quittons cette zone, du coup, nous perdons cet avantage. Selon les statuts de la CEDEAO, il faut 1 an entre l'annonce d'un départ et la sortie réelle de l'Union. 1 an donc pour organiser les futures relations entre pays voisins. Pour l'économiste Amadou Bamba au Mali, il ne faut donc pas avoir d'inquiétude a priori. Ça frappe eux le Mali, ça frappe eux. Donc on sera obligé, comme tout État souverain, de négocier pour que chaque État puisse gagner. Et c'est ça la réalité du monde. Nous, on va perdre de ce côté. Mais d'un côté encore, on va chercher d'autres partenaires. Et ça, c'est des éléments, des conséquences à étudier. Tous ceux qui pensent aujourd'hui se prononcer pour faire sortir les conséquences réelles de ces sorties, c'est pas vrai, c'est pas possible. D'autant que jusqu'à nouvel ordre, Mali, Burkina Faso et Niger font toujours partie des 8 pays constituant l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 8 États qui ont en partage l'usage du franc CFA, une monnaie qui relie encore les sortants avec leurs voisins et partenaires ouest-africains. Ah, c'est une situation compliquée. Bachir, d'un côté, on a les mésententes sur le plan politique, mais il y a quand même aussi, d'autre part, des conséquences directes sur la vie des citoyens, notamment sur le plan économique. Comment les dirigeants politiques vont-ils faire la part des choses? Doit-on rester membre de l'UEMOA? Doit-on rester proche de ses voisins? Doit-on adopter de nouvelles relations personnalisées ou bien définies entre États et non plus compter sur le bloc? Bon, notre ancien président, feu Ahmed Sékou Touré, celui qui a dit premièrement non à la France, et on a pris notre indépendance de façon très brusque avec le consentement du général de Gaulle. 59 En 1958. 58, on fut le premier pays
francophone subsaharien à prendre son indépendance, après le Ghana. En 1958. En 1957, le Ghana et la Guinée en 1958. Donc on a pu galvaniser la sous-région. Et lorsque vous voyez aujourd'hui... Et De Gaulle avait dit à l'époque, en son temps, vous voulez l'indépendance, eh bien, je vous l'accorde. Mais il y a eu assez de conséquences, bien que il nous a dit qu'il n'y aura pas de conséquences, mais il y a eu assez de conséquences économiques. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas pour ne rien je faire ressortir cette histoire, parce que lorsqu'on parle du présent, il faut d'abord qu'il y ait une histoire bien passée. Un précédent. Un précédent, voilà. Et donc on a eu assez de problèmes sur le plan économique, mais le président Sékou Touré a été coriace, avec beaucoup plus de ténacité, et il a dit cela. L'aide qui ne fait pas sortir de l'aide est à rejeter. La Guinée fut bloquée par toute manière, par toute façon, mais on a pu prendre notre responsabilité. On a pu être un État souverain à un moment donné. Donc cela, pour rebondir à votre question, c'est pour justement vous dire que, bien que ces États-là veulent sortir de la CEDEAO, ça va jouer sur le plan économique de façon négative, mais est-ce que cela nous prouve que rester dans la CEDEAO, ça va garantir la stabilité économique et financière de ces États? Depuis combien d'années ces États-là font partie de la CEDEAO, mais les gens souffrent? Il a évoqué le fait que les trois pays soient des pays enclavés, qui ne donc forcément pas, ne touchent pas à la mer. Est-ce que ça ne peut pas être aussi une carte que les autres peuvent jouer pour faire revenir à la raison ou à la table des discussions ces autres pays? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas cela parce que le Mali est proche à la Guinée. Et nous sommes fiers de vous dire que le Mali et la Guinée, c'est deux poumons dans un même corps. Donc, bien que d'aucuns ou d'autres peuvent dire que on ne peut pas, on va bloquer, mais nous, on est fiers et on est prêts à servir cette nation malienne, qui est pour nous notre frère de sang. Et le Burkina Faso et tant d'autres. Donc, c'est justement vous dire que laissons de côté ces situations économiques et financières-là. L'Afrique n'a jamais souffert de ces mots, ça je vous le dis. Ce sont les gens qui nous font faire ou qui nous font savoir qu'on souffre. Mais en réalité, on ne souffre pas. On ne souffre pas parce que c'est nous qui nourrissons l'étranger. On a tout en Afrique. C'est pour vous dire qu'il y a cette souveraineté-là, aujourd'hui, qu'on doit ressentir, qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas minimiser ou léser à un moment donné. C'est pour vous dire simplement qu'ils se basent sur les effets secondaires, qui n'ont pas, à mon sens, en tant que citoyen actif, d'une grande importance face à ce défi-là que ces États-là font face. C'est pour vous dire, et cela résulte dans le constat de savoir qu'il doit y avoir cette négociation, cette entente, l'harmonie entre nous. On ne doit pas... une personne qui doit venir vous aider, mais s'il trouve que vous, entre voisins, vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce que cela peut aller? Il faut d'abord que l'on puisse être ensemble afin d'aller de l'avant. Donc moi, je vous dis en toute sincérité que les négociations doivent aboutir à quelque chose de concret, visant à essayer de résoudre nos problèmes. Il faut qu'il y ait en fait ce lien ou cet esprit panafricaniste-là au sein de la CEDEAO afin de pouvoir réunir tous les États ensemble pour pouvoir conjuguer les mêmes verbes. C'est de ça dont il s'agit et c'est de ça dont la jeunesse africaine voudraient vraiment essayer d'incrustrer au fond de leur cœur pour pouvoir avancer et répondre à nos objectifs communs et immédiats. Nous nous acheminons vers la fin de notre émission. J'aimerais savoir, est-ce que doit-on dire vraiment que le Niger, le Mali et le Burkina, de manière concrète et sans mâcher les mots, n'ont pas besoin du bloc CEDEAO? Bon, ça c'est une question qui vaut pour tous les trois. D'accord, bon, je pense que nous avons tous, en tant qu'Africains, nous avons besoin de l'un et de l'autre. C'est juste que
nous visons un intérêt commun. Oui. Nous aimerons vraiment vivre ensemble en tant qu'Africains, oui. en tant que citoyens, pour le développement de notre pays. Si aujourd'hui le Mali envisage, le Niger, le Mali, le Burkina envisage de quitter la CEDEAO, je pense que c'est pour une bonne cause. Je pense que c'est pour la population d'abord, parce que le gouvernement communique plus avec la population. Comme je vous l'avais dit avant, ce n'était pas comme avant. Le gouvernement communique plus avec la population et ils sont à l'attente de la population. Et la population leur montre ce qu'ils veulent et ils analysent. En fait, ils donnent un résultat. Donc, du coup, je pense sortir de la CEDEAO, c'est comme un trait, mais pas un point. C'est comme ce que je peux dire. La CEDEAO, c'est juste à nos côtés. Par exemple, la Côte d'Ivoire, par exemple, d'autres pays qui sont à nos côtés. Et je pense que nous, comme jusqu'à présent, nous ne sommes pas totalement sortis de la CEDEAO, c'est en voie. Nous sommes en cours de route, nous sommes dans le dialogue, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train de trouver une entente, nous sommes en train de voir un point commun pour nous tous. Mais ce que je peux vous dire comme un adage, je l'ai dit, c'est où. Quand il pleut du caillou, chacun cherche sa tête. Quand il pleut du caillou, chacun cherche sa tête. Tu es obligé de protéger ta tête d'abord, avant que ça se casse. Donc du coup, je pense que nous, venant du pays du Sahel, nous cherchons notre tête d'abord, nous cherchons notre bien-être, nous cherchons un développement commun, nous cherchons à évoluer ensemble, nous cherchons à trouver une entente. Et je pense qu'on trouvera une entente dans le bonheur, et dans la paix et dans la consolidation et dans le respect mutuel de tout un chacun. Pour terminer, est-ce que cette situation ne risque pas de fragiliser à la fois, c'est vrai, la CEDEAO, déjà fragilisée, est-ce que l'Union africaine elle-même, ce n'est pas aussi des moments difficiles pour l'UA? Assez difficile pour l'UA et toutes les autres organisations où ces trois pays-là font partie. Et je ne m'abuserai pas d'évoquer l'aspect que économiquement ces pays-là sont interdépendants. Et le panafricanisme aujourd'hui s'exprime de différentes manières. Et ces dirigeants aujourd'hui qui se voient dans la situation de répondre à une attente assez majoritaire, si on regarde, on observe ce qui se passe dans ces pays-là, nous fait comprendre une chose, qu'en conclusion, ces pays ont un devoir de travailler en commun, de trouver des solutions en commun. Le Mali n'est pas le seul pays ou le premier pays à avoir quitté la CEDEAO. La Mauritanie l'a fait dans le temps et est revenu. C'est pour dire que dans un premier temps, chacun cherche ce qui l'avantage le plus et en fonction de ça, trouver une meilleure solution. Je terminerai pour dire que la beauté d'un tapis dépend de la diversité de ses couleurs. Peu importe ce que tous ces pays vont aller faire, au final, ils seront ensemble. Les goûts ne se disputent pas. Voilà. En tout cas, je pense qu'on peut terminer par ces mots combien sages, et espérons que The Africa We Want, ou l'Afrique que nous voulons, sera cette Afrique où les frères et sœurs seront et se retrouveront autour d'une même table, comme on dit, et que les choses peuvent toujours se résoudre, comme on dit, c'est la palabre africaine, c'est ça, sous un arbre de la paix. Les enfants, les fils et filles du continent vont toujours trouver des moments, des plateformes et surtout de bonne foi pour vivre ensemble et dans l'harmonie. Merci en tout cas à tous les trois d'être passés dans nos studios et espérons tout le bien possible pour les trois pays, mais également pour la CEDEAO et le continent africain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Voilà, et merci à toutes les équipes au niveau de la régie, Emmanuel et tout le monde. L'émission c'est Majuscule Propos, je m'appelle Edith Sabiti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, restez bien fidèles au programme de la télévision.